Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur Google AdWords. Donc hier, il y avait le cycle SEO, pas très intéressant. Hein. Aujourd'hui, on passe dans le dur avec du vraiment intéressant, donc parler un peu SEA, Google AdWords. Avant ça, je vais vous poser une petite question. Je vais vous demander de lever la main pour ceux qui ont déjà géré ou qui gèrent actuellement un compte AdWords. Ok, donc on en a. J'aurais dû prendre une photo et après je garde les noms. Non, donc on a une bonne moitié, un peu plus d'une moitié qui ont déjà géré un compte AdWords. C'est bien, la presse ne va pas être complètement hors sujet. Déjà pour me présenter très rapidement, je suis responsable e-commerce actuellement au Royaume-Uni, à Manchester. Je suis auteur sur un blog où ça fait environ 3 ans que je n'ai pas blogué. Et j'ai écrit un bouquin, le guide de pratique, le guide des liens sponsorisés, qui n'est plus disponible parce que tout a été vendu. Donc voilà, ça c'était pour la rapide présentation, mais globalement je suis un expert AdWords. J'ai commencé ma carrière chez Yahoo, il y a maintenant presque 10 ans, chez Yahoo Search Marketing, puis je suis passé en agence et depuis je m'épanouis chez l'annonceur. Avant de commencer, j'ai dit que j'allais vous présenter des secrets. Donc je vais vous demander de signer un petit accord de confidentialité. Ça me paraît normal, hein, parce que normalement un magicien ne révèle jamais ses secrets. Je vous propose, pour que ça reste entre nous, un accord de confidentiel tweeté. Donc je vous invite à vous saisir de vos téléphones et d'inscrire que vous vous engagez à ne pas divulguer les secrets de Google AdWords que je vais vous révéler ce matin. Et donc j'attends de recevoir exactement 132 tweets, que tout le monde ait pu l'envoyer. Bon, on va un peu commencer quand même, hein, mais je vous laisse le temps de tweeter. On va commencer par le premier secret. Alors, principalement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des analyses, des outils, des fonctionnalités qui sont un peu cachées, mais qui sont surtout très peu utilisées actuellement par les traffic managers, par les gestionnaires de comptes AdWords, et qui mériteraient vraiment à être connus parce qu'ils vont vous permettre d'optimiser vos performances. Donc, tout d'abord, l'analyse d'un ciblage par mots-clés. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu faible. Tout d'abord, acheter un mot-clé, c'est bien. Mais quelles options de ciblage a les meilleures performances? Généralement, quand on est basique sur AdWords, on se lance, on achète un mot-clé et on se dit, ça y est, j'achète le mot-clé, c'est bon. Sauf qu'il faut savoir qu'on achète un mot-clé en ciblage large par défaut et qu'en fait, on achète bien plus que les requêtes qu'on a ciblées. Donc ce rapport, qui est accessible dans l'onglet mots-clés via le segment type de correspondance des termes de recherche, un nom barbare, mais c'est effectivement comme ça que Google l'a traduit en français, va vous permettre d'optimiser en fonction du ciblage effectif de votre mot-clé. On va prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, dans cet exemple-là, on va voir que le ciblage exact a les meilleures performances de conversion par rapport au ciblage expression. C'est un mot-clé qui est en ciblage expression, et vous voyez que le mot-clé en exact a de meilleures performances que l'expression. Donc là, l'optimisation dans ce cadre-là, ça va être de passer le mot-clé de ciblage expression à exact pour essayer d'optimiser les performances et d'améliorer votre coût par action. Deuxième exemple, là on a un mot-clé en requête large. Donc en activant le segment, ça divise en 3 le rapport, requête large, expression exacte et mot-clé exact. Et là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que dans ce cas, dans cet exemple, c'est le ciblage large qui génère le plus de conversions au meilleur coût. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas se couper de votre ciblage large. Ce qu'il va falloir, c'est affiner les termes de recherche et ajouter des nouveaux mots-clés au compte. C'est-à-dire que vous allez voir quels sont les mots-clés qui génèrent des conversions via le rapport des termes de recherche, et vous allez pouvoir les ajouter à votre compte pour en optimiser le coût par clic maximum et ainsi le retour sur investissement. Ça, c'est une petite mise en bouche. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail avec le multi-ciblage. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'est le multi-ciblage? Ça vous parle? Pas trop? Tant mieux. Ça va vous permettre de baisser vos CPC et d'augmenter votre rentabilité clairement, même si c'est une méthode un peu chronophage. Donc, je vous explique. D'abord, le but, c'est d'acheter un même mot-clé en différents ciblages. Par exemple, le mot achat voiture, vous allez l'acheter 3 fois, en ciblage large, en ciblage expression et en ciblage exact, avec des CPC différents pour en optimiser le coût. Plus le ciblage est élargi, moins le CPC est élevé. On va prendre un exemple pour que vous compreniez. Donc le mot-clé voiture pas chère. Par exemple, je l'achète, donc sans multi-ciblage, je l'achète en ciblage large uniquement,
avec un CPC max à 38 centimes d'euros. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, quand un internaute va taper exactement le mot-clé voiture pas chère, ça va déclencher mon mot-clé à 38 centimes d'euros. Mais s'il tape achat voiture pas chère, ça va aussi déclencher le même mot-clé à 38 centimes d'euros. Et si il tape voiture de luxe discount, ça va aussi déclencher le même mot-clé, parce qu'il faut savoir que le ciblage large permet vraiment de toucher des mots-clés et des requêtes qui sont plus ou moins éloignées du mot-clé acheté, à 38 centimes d'euros. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner avec le multi-ciblage? Eh bien, au lieu d'acheter juste voiture pas chère en ciblage large à 38 centimes d'euros, je vais l'acheter 3 fois. Une fois en ciblage exact avec un CPC max toujours de 38 centimes d'euros, un en ciblage expression avec un CPC max à 0,25 et un en ciblage large avec un CPC max à 0,17. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, quand il va taper voiture pas chère exactement, ça va déclencher le mot-clé exact à 38 centimes d'euros. Jusque-là, rien ne change. Par contre, quand il va taper achat voiture pas chère, eh bien, ça va déclencher le mot-clé en ciblage expression à 25 centimes d'euros. Et voiture de luxe discount va déclencher la version à 17 centimes d'euros. Donc, vous serez présent sur les mêmes mots-clés, mais avec du coup des coûts inférieurs, et vous allez pouvoir optimiser votre rentabilité là-dessus. Ça a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, la presse sera disponible pour tous les participants. J'en vois certains prendre des photos, vous aurez accès à la presse, ne vous inquiétez pas. Avantages et inconvénients. L'avantage principalement, c'est clairement un coût moins élevé, en théorie, parce qu'en fait, ce qu'on va se rendre compte en faisant ça, c'est que Google ne respecte pas ses propres règles. Et ça rajoute une véritable complexité supplémentaire dans la gestion opérationnelle. Je vous conseille, moi, de créer un ad group par type de ciblage. Alors, comment ça, Google ne respecte pas ses propres règles? Eh bien oui, en fait, on va se rendre compte rapidement. Vous vous dites, bah, moi, si j'achète le mot-clé en exact, eh bien, si la personne tape exactement le mot-clé, je veux que ça affiche le mot-clé et que ça déclenche le CPC du mot-clé en exact. Et bien, Google, il ne réagit pas forcément comme ça. Si vous paramétrez le rapport terme de recherche, vous vous rendez compte que pour un même mot-clé, on ne voit pas grand-chose, mais globalement, j'ai tapé la requête mot-clé, c'est vraiment pour l'exemple. Eh bien, des fois, il va déclencher mon exact, des fois mon expression et des fois mon large. Il ne va pas suivre exactement le ciblage que j'ai défini. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, des fois, il gagne plus à choisir un autre ciblage. Ça lui rapporte plus. Et donc, des fois, il se dit, ouais, bon, mes règles, elles sont bien, mais des fois, allez, si on peut gagner un peu plus d'argent, l'annonceur, il ne verra pas grand-chose. Et là, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les choses. Et donc, du coup, il va distribuer les impressions et les clics sur d'autres ciblages que ceux que vous avez définis. Il y a un moyen de forcer Google à respecter ses propres règles. Globalement, ça va être d'ajouter aux mots-clés à exclure la version exacte des mots-clés dans la groupe expression et les versions exactes et expression dans la groupe large. C'est imbitable, c'est très difficile, c'est très chronophage. Mais néanmoins, c'est la seule façon, si vous voulez faire un multi-ciblage qui soit réellement respecté. Néanmoins, si vous ne le faites pas avec les mots-clés à exclure, sachez que vous aurez déjà une amélioration des performances, mais si vous voulez vraiment que ça cartonne, il faut vraiment faire comme ça. Donc vraiment, temps de gestion supplémentaire. On passe à la troisième partie, les variables de personnalisation des annonces textuelles. Ça, ce sont des fonctions que là, pour le coup, je trouve vraiment cachées, mais qui sont bien utiles. Vous connaissez la balise keyword, ça parle à tout le monde, ça vous permet d'insérer le mot-clé directement au sein de votre annonce. Eh bien, ce n'est pas la seule balise qui existe pour personnaliser vos annonces. On a tout d'abord la balise if. La balise if, qui signifie si en anglais, va vous permettre de customiser une partie de l'annonce en fonction de l'appareil sur lequel l'internaute consulte cette annonce, ou également de l'audience à laquelle il appartient. Ça va être assez utile pour pouvoir mettre des changements mineurs au sein de vos annonces pour vous permettre de customiser à fond l'annonce. Le format de la balise est ici, vous l'aurez sur la presse, donc c'est à suivre. If égale devis égale mobile, alors vous mettez le texte pour le mobile, sinon ça sera le texte qui sera affiché sur ordinateur. Qu'est-ce que ça donne concrètement avec un exemple, hein, c'est toujours plus parlant. En mettant votre description ici, téléchargez la balise if dès maintenant. Cela vous donne sur mobile, téléchargez notre app sur votre mobile dès maintenant. Et pour la même annonce, téléchargez notre logiciel sur votre ordinateur dès maintenant. Donc on est d'accord que tout le monde n'a pas forcément à utiliser cette balise, mais dans certains cas, ça peut être intéressant.
La deuxième balise dont je voulais vous parler, c'est la balise Countdown, la balise compte à rebours. Elle va vous permettre de générer un compte à rebours un compte à rebours dynamique au sein de votre annonce. Elle marche sous deux formes. Vous avez la balise soit Countdown normale, qui va baser le compte à rebours sur le fuseau horaire de l'internaute, très peu utilisée généralement. Celle que je vous conseille, ça va être Global Countdown. Elle va se baser sur le compte à rebours du fuseau horaire du compte AdWords. C'est-à-dire que si vous faites un compte à rebours jusqu'à minuit, ça va être jusqu'à minuit chez vous. Et ça pourrait être jusqu'à 3 heures du matin ailleurs sur le globe, mais pas en fonction du fuseau horaire de l'internaute. Il faut savoir que l'annonce va s'activer dès que le début du compte à rebours que vous aurez défini sera atteint, et va se désactiver une fois que le compte à rebours est terminé. Elle va inclure le compte à rebours en jours, en heures ou en minutes. Je vais vous montrer un exemple. Et vous avez le format qui est aussi un peu complexe, mais comme on va le voir sur la slide suivante, Google va vous donner un outil pour vous permettre de la mettre en place assez facilement. Quand vous mettez votre annonce, vous commencez à taper votre balise Global Countdown. Il vous donne cette partie-là. Je ne sais pas si... Ouais. Qui vous demande de choisir la fin du compte à rebours, le nombre de jours sur lequel activer le compte à rebours, le fuseau horaire et la langue. Donc, globalement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, pour des soldes, ça peut être très utile. Là, ça va indiquer, vite, il ne vous reste plus que 3 jours pour profiter des soldes. Si vous passez sous le jour, s'il reste moins d'un jour, ça va se mettre à indiquer, vite, il ne vous reste que 15 heures, pour l'exemple, pour profiter des soldes. Et si vous passez sous l'heure, et qu'il ne reste que quelques minutes, ça va afficher, vite, il ne vous reste que 42 minutes, si c'est 42 minutes avant la fin des soldes. Donc ça vous permet vraiment de mettre ce compteur de façon dynamique au sein d'une annonce. Pour les soldes, les promos, les ventes flash, notamment pour tous les e-commerçants, ça peut s'avérer assez utile, sachant que ça fait vraiment augmenter le taux de clic. Donc ça, c'était un peu une mise en bouche, c'était un peu du facile. Hein. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus dans le dur, avec le Quality Score. Je vais vous montrer comment on calcule et on historise la moyenne de votre Quality Score. Ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Hein. Déjà, petit rappel, où trouver mon Quality Score, qui est donc une note de 1 à 10 avec 3 indicateurs, qui va vous permettre de savoir comment Google juge la pertinence de vos annonces. Vous avez dans l'onglet mots-clés la colonne état, et en passant votre souris sur la petite bulle, ça vous indique le Quality Score, dans ce cas-là 5 sur 10, le taux de clic attendu est dans la moyenne, la pertinence de l'annonce inférieure à la moyenne, et la convivialité de la page de destination dans la moyenne. Ce sont les 3 indicateurs phares du Quality Score. Vous pouvez également ajouter la colonne niveau de qualité au sein de vos rapports, et c'est également présent sur AdWords Editor pour ceux qui utilisent cet outil. Mais pour connaître son Quality Score moyen par ad group ou par campagne, ça va se compliquer. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'une moyenne de Quality Score, ce n'est pas une moyenne simple. Si vous faites la moyenne classique, le résultat que vous allez avoir est faux. Une moyenne de Quality Score, c'est une moyenne pondérée en fonction du nombre d'impressions. On va voir comment la calculer. Et l'information de Quality Score n'est valable qu'à un instant T quand vous regardez, même en modifiant la période. Aucun historique de Quality Score n'est conservé par AdWords. Hélas, 10 jours avant cette conférence, donc il y a 10 jours, enfin hélas, tant mieux, Google a changé les règles et maintenant a intégré au sein de ses rapports l'historique du Quality Score. Donc ce que j'ai mis là, j'ai dû refaire toute ma presse, n'est plus vrai. Petite info, en septembre 2016, Google a modifié l'affichage de son Quality Score de façon un peu incognito. Personne n'a été vraiment au courant, ça a été très peu diffusé. Avant, il faut savoir que quand il n'y avait pas assez d'infos pour le Quality Score, il affichait 6 sur 10 par défaut, ce qui venait biaiser complètement les informations de Quality Score. Maintenant, il affiche 2 trémas, non pas 2 trémas, 2 tirets, pour vous dire qu'il n'a pas assez d'informations. Alors, obtenir le Quality Score d'une campagne ou d'un ad group, c'est possible grâce à Excel. Alors, forcément, je vous mets ça parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il faut extraire au sein du rapport. Je vais vous montrer en image, ça va être un peu plus clair. Donc en gros, au sein de votre rapport, vous allez sur l'onglet mots-clés, vous vérifiez bien que toutes les campagnes sont sélectionnées, vous vérifiez que tous les mots-clés actifs sont également sélectionnés, vous choisissez la période, moi je vous conseille les 7 derniers jours, ça peut être pas mal. Ensuite, dans les colonnes, vous modifiez les colonnes et vous rajoutez la colonne niveau de qualité. Ensuite, vous créez un filtre et vous supprimez tous ceux qui ont un Quality Score inférieur ou égal à 0, de façon à supprimer tous ceux qui n'ont pas de Quality Score. Et enfin,
vous téléchargez votre rapport sous format Excel. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un joli rapport Excel que j'ai simplifié ici avec des impressions, des clics, du taux de clic, niveau de qualité, CPC moyen. À partir de là, comment on calcule ce qu'il y a dans cette case-là? La case moyenne. Je veux la moyenne pour tous ces mots-clés-là, qui sont dans le même ad group, par exemple, ou dans des campagnes différentes. Eh ben, je vais pas... Si je fais une moyenne classique, ça fait 7,25. Il faut savoir que c'est faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire une jolie petite formule, qui sera bien sûr sur la slide, qui est donc une formule de moyenne pondérée. Vous prenez en fait la colonne impression et vous pondérez la colonne niveau de qualité par le nombre d'impressions. Voici la formule générale pour vous indiquer, mais vous avez tout ça sur la slide, ne vous inquiétez pas. À partir de cela, donc ça vous fait, c'est ce qu'on a vu finalement, c'est 6,77 pour cet exemple-là, et non pas 7,25. On voit que ça peut vraiment induire en erreur. Ensuite, vous allez rajouter une colonne qui va être le niveau de qualité multiplié par les impressions. Vous rajoutez une colonne à votre tableau, et vous allez faire un tableau croisé dynamique. Tout le monde sait gérer un tableau croisé dynamique? Si ce n'est pas le cas, vous devriez essayer de vous y mettre, c'est quand même assez utile. Vous allez sélectionner votre tableau, créer un tableau croisé dynamique, appuyez sur OK, je vous ai mis toutes les étapes sur le slide. Et alors là, c'est là où ça se complique. Donc ça, c'est sur le paramétrage du tableau croisé dynamique. Vous allez mettre la colonne campagne en ligne. Vous allez ajouter un champ calculé qui va vous permettre d'intégrer au sein du tableau croisé dynamique la moyenne pondérée du quality score. Et vous la rajoutez, ce quality score moyen, en valeur. Voilà ce que ça donne. Globalement, vous avez un tableau croisé dynamique que vous pouvez modifier par ad group, par campagne, et avoir en temps réel votre quality score moyen par niveau de structure. C'est adaptable à tous les niveaux de structure, compte, campagne, ad group. Maintenant, je vous ai parlé de l'historique du quality score. Jusqu'à présent, ce que je faisais en tout cas, c'est que ce rapport-là, je le tirais tous les mois. Et tous les mois, je me faisais comme ça mon historique du quality score, je me gardais tous mes rapports et j'avais un historique. Maintenant, il n'y a plus besoin. Google, depuis le 15 mai 2017, a rajouté 7 nouvelles colonnes au sein de vos rapports liées au niveau de qualité. Et donc, l'historique de votre quality score est conservé depuis le 22 janvier 2016. Donc, Google, vous avez 1 an et demi d'historique de votre quality score. Je vous invite à aller regarder un peu ce qui s'est passé sur la dernière année. Les informations des 3 indicateurs sont directement intégrées au rapport. Les informations d'historique, il faut savoir, sont une moyenne pondérée sur la période analysée. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ce que je vous conseille, c'est notamment de segmenter par durée pour constater l'évolution du quality score et des indicateurs pour voir l'impact. Par exemple, on voit dans cet exemple-là que le 12 mai 2017, j'avais un quality score pour ce mot-clé de 10, qui est passé à 9 le 13 et à 8 le 14. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est le CTR qui était supérieur à la moyenne au début et qui est passé moyen. Donc ça permet vraiment de donner des clés d'action pour savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser si on voit son quality score qui baisse. Et je vous invite du coup à utiliser ce nouveau rapport avec ce que je vous ai indiqué sur les tableaux croisés dynamiques pour vraiment afficher l'évolution mensuelle, hebdomadaire de votre quality score en fonction du compte ou de la campagne. Vous pouvez faire ça très rapidement une fois que vous avez le coup de main. Ensuite, on va passer au 5e. Je sais que c'est un peu dense, mais je préfère vous dire plein de choses. Vous ayez la presse derrière, vous allez pouvoir me poser des questions. Ne vous inquiétez pas, je préfère pouvoir vous donner le plus de secrets. Optimisez vos analyses grâce à la gestion par libellé. Est-ce que peuvent lever la main ceux qui utilisent les libellés actuellement sur les comptes AdWords? Personne. Ok, bah c'est bien, je tape dans le dur. C'est quoi la gestion par libellé? Les libellés, en fait, ça va vous proposer une grille de lecture complètement différente pour analyser vos résultats et vos performances, avec un niveau de structure complètement personnalisé. Donc, ils sont disponibles à chaque niveau de structure. Vous les nommez comme vous souhaitez, et en fait, ça va rajouter une grille. C'est-à-dire que généralement, vous analysez par campagne, par ad group, et ensuite, vous regardez les mots-clés. Sauf que ça se trouve, vous avez des mots-clés qui sont dans tel ad group et dans tel ad group ou dans une autre campagne et que vous voulez agréger les statistiques. Avant, ce que vous faisiez, vous téléchargez sous Excel, vous effaciez les lignes que vous ne vouliez pas et vous faisiez vos formules. Une horreur. Maintenant, avec les libellés, en deux clics, c'est fait et c'est surtout rétroactif. Si vous les activez maintenant,
ça sera depuis le début du mot-clé, de l'ad-group ou de la campagne. Mais alors à quoi ça sert? Je vais vous donner des exemples, ça va vous donner des idées. Par exemple, je peux comparer différents types de mots-clés ensemble. Là, je veux comparer les génériques et les spécifiques. Donc je leur ajoute un libellé, le libellé générique pour un mot-clé générique, libellé spécifique pour les mots-clés long tail. Et là, j'arrive vraiment à me rendre compte en un clic que dans cet exemple, eh bien, les mots-clés spécifiques font 66 conversions versus 17 et ont un coût par clic converti de 14 versus 69. Donc là, on voit la différence de puissance, même si les génériques, très clairement, génèrent un peu plus d'impression et surtout coûtent plus cher. Donc ça, c'est un exemple. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte ce genre de choses. Mais vous pouvez également faire ça par annonce. Ça marche aussi par annonce. Et par exemple, vous lancez une nouvelle annonce de type promotion dans tous vos ad groupes. Du coup, vous avez envie de voir qu'est-ce que donne au global cette annonce par rapport aux autres. Eh bien, vous lui mettez le libellé annonce promo, par exemple, et à partir de là, vous pouvez comparer, vraiment comparer les performances de ce type d'annonce versus d'autres que vous aurez nommés comme vous voulez. Dernier point, vous souhaitez accéder à un clic à tous les ad-groups disposant d'un libellé à surveiller. Par exemple, vous avez des ad-groups ou des mots-clés que vous estimez être dans votre top 10, mais ils ne sont pas séparés dans un ad-group séparé. Vous leur mettez le libellé à surveiller, par exemple, ou top 10. Et en un clic, vous pouvez voir les statistiques agrégées de tous ces mots-clés et vous pouvez surtout y accéder. Ça vous permet, vous pouvez filtrer par libellé. Je veux afficher que les mots-clés ayant le libellé top 10. N'oubliez pas de rajouter la colonne libellé à vos rapports. Il faut savoir que dans le rapport par libellé, la ligne tout le reste va agréger les statistiques de tous les éléments qui n'ont pas de libellé. Donc globalement, ça je vais passer rapidement, c'est juste pour vous dire comment afficher les rapports. J'aime bien rentrer dans le détail et donner les clés aux gens qui assistent pour savoir exactement comment faire s'ils sont un peu paumés. Donc là, c'est dans l'onglet variables. Vous avez l'accès libellé et de choisir le niveau de structure. Et vous pouvez également filtrer ce que je vous ai expliqué par libellé. Par exemple, je ne veux que les mots-clés contenant les libellés tel, tel et tel. On avance, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il est quelle heure? 10h20, il reste... Oh, on est à la moitié. C'est bon. Parfait. On continue sur les colonnes de conversion personnalisées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va vous permettre de suivre plusieurs types de conversions de façon très efficace. Beaucoup plus qu'avant. Avant, gérer plusieurs types de conversions sur un même site, sur un même compte AdWords, c'était une horreur. On crée une conversion achat, une conversion newsletter, par exemple, parce que je veux suivre les deux. Je suis un site e-commerçant, je veux savoir combien mes campagnes AdWords génèrent d'inscriptions newsletter et d'achats. Et en fait, ça mixait les deux, ça agrégeait tout et ça me comptait une conversion au même niveau qu'une inscription newsletter. Maintenant, on va pouvoir différencier dans les rapports, par exemple, une vente d'une inscription newsletter ou de l'envoi d'un formulaire, par exemple. Donc, comment on fait ça? Après avoir enregistré vos différents types de conversions, vous allez vous rendre dans la personnalisation des colonnes. Donc, vous allez dans « Modifier les colonnes ». Très belles animations. Et tout en bas, vous avez colonne personnalisée qui va vous ouvrir cet élément-là. À partir de là, vous allez d'abord choisir le paramètre de la colonne. Là, je prends les conversions. Vous allez cliquer sur le nom de la conversion qui vous intéresse. Là, je veux remonter les achats et non pas les inscriptions à newsletter. Vous pouvez en ajouter plusieurs types de conversions. Ça peut agréger, si vous avez les achats, si vous n'avez que 2 produits sur votre site e-commerce et que vous différenciez les conversions, je veux savoir surtout quand acheter le produit A et le produit B. Si vous voulez une colonne totale des achats, vous pouvez le faire, vous ajoutez les 2 conversions. Et ensuite, votre colonne personnalisée est ajoutée à votre rapport. Vous la nommez, bien sûr. Là, je l'appelle conversion achat. Et voilà, je vais avoir maintenant une colonne conversion achat qui va me donner un chiffre, et une colonne conversion inscription newsletter, que j'aurai aussi paramétrée, qui va me permettre de différencier tout ça. Et vous pouvez faire ça avec les valeurs de conversion, vous pouvez faire des taux de conversion propres aux achats, taux de conversion propres aux inscriptions newsletter, vous pouvez créer toutes ces colonnes personnalisées. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, vous pouvez également créer des colonnes qui additionnent, soustraient, multiplient ou divisent les statistiques entre elles. Comme vous le voyez, là, sur sélectionner une statistique, vous pouvez choisir le petit plus, moins, fois, diviser. Donc vous pouvez créer complètement ce que vous faisiez avant sur Excel, à créer une nouvelle colonne pour vous créer vos propres indicateurs. Vous pouvez le faire directement sur AdWords. Par exemple, là, je prends la valeur de conversion totale moins le coût. J'ai envie de soustraire le coût de la valeur de revenus que j'ai générée et je veux afficher ça directement dans AdWords. Eh bien, je crée une nouvelle colonne
que là je l'appelle CA-coût dans cet exemple, et ça me permet d'intégrer ça directement à mon compte AdWords. Maintenant, ça c'est génial, ça vous fait créer plein de colonnes, mais après, je ne sais pas pour vous, mais moi à un moment, on arrive avec des colonnes, on peut slider sur la droite, il y a 3 millions, on ne se souvient plus du mot-clé qui est concerné, enfin c'est une horreur à voir. Eh bien, je vous conseille de segmenter ces colonnes pour y voir un peu plus clair. Vous pouvez paramétrer et sauvegarder l'affichage d'un certain nombre de colonnes qui vous permet en un clic d'y accéder. Par exemple, moi je vous conseille, c'est ce que je fais, à utiliser un ensemble de colonnes liées à la visite. Les impressions, les clics, les positions moyennes, taux d'impression, etc. Je crée ces colonnes et je les sauvegarde sous colonne visite. J'en fais un autre lié à la conversion. Je garde les conversions, le coût par conversion, le taux de conversion, etc. que je renomme également. Et maintenant, on peut aussi faire, avec ce que je vous ai annoncé, un dernier lié au Quality Score. Vu que ça a rajouté 7 colonnes, si je veux avoir une vision d'ensemble, je vous conseille de créer ces colonnes et de les segmenter de cette façon-là. Et vous allez pouvoir permuter d'une vision à l'autre en un seul clic pour avoir une vision beaucoup plus efficace en fonction de l'information que vous souhaitez accéder. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille pour vraiment optimiser vos analyses. 7e étape, mettre à jour les conversions de son reporting. Alors ça, c'est un tout petit truc que beaucoup de gens ne savent pas et qu'il est important que je pense de vous le ramener, de vous le rappeler. Il faut savoir que les informations de conversion AdWords que vous avez envoyées à votre boss la semaine dernière eh ben, sont maintenant désormais fausses. On le sait assez peu, mais en fait, sur AdWords, les ventes et les valeurs de ces conversions vont évoluer positivement toujours dans le temps jusqu'à J+30. C'est l'information par défaut. C'est-à-dire que, par exemple, on est aujourd'hui, ma campagne AdWords, sur le mois, on va dire, de mai, a généré 300 ventes. Eh bien, si j'y retourne la semaine prochaine, je peux voir que sur le mois de mai, sur cette même période, elle a fait 307 ventes. En fait, ça va continuer à évoluer. Et c'est généralement dans le bon sens. Enfin, c'est tout le temps dans le bon sens. Ça va évoluer positivement. Pourquoi? Parce que ça, c'est un rapport AdWords sur l'attribution. Eh bien, dans cet exemple, on voit que les conversions qui sont générées sous un jour représentent environ 45%. Mais donc, on a 55% des conversions qui sont en fait faites après le jour au clic. Or, les conversions sont ramenées au jour du clic. Donc, je vous invite à toujours mettre à jour vos... Par exemple, vous avez déjà fait vous êtes le 1er juin, vous avez fait toutes les performances de votre compte pour le mois de mai. Eh bien, je vous invite à la fin du mois de juin à aussi updater les stats du mois de mai. Elles auront changé et dans le bon sens, vous donnant plus de conversions. Ça, voilà, ça c'était une petite astuce où je vous conseille de mettre à jour vos reportings. On arrive à la 8e page, la 8e astuce. On va parler un peu de Google Shopping et comment qualifier son trafic Google Shopping. Donc, il y a une conférence cet après-midi, je crois, sur Google Shopping et sur toutes les avancées e-commerce de Google. Là, je vais juste vous parler d'une petite astuce par rapport à ça, parce que c'est vrai que Google Shopping, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui l'ont utilisé, mais ça peut sembler être une boîte noire. On n'a pas de mots-clés. On n'a pas de position moyenne, on n'a même pas de quality score. Ça, j'espère que Google m'entende de là-haut et qu'il ajoute le quality score. Ah, il me reste 5 plus 1 divisé par 2 minutes. Ok, merci. 15 minutes, ok. Donc, on n'a pas ces informations-là. Mais si on regarde de plus près sur la notion de mots-clés, on se rend compte qu'on peut avoir des termes de recherche exactement comme une campagne AdWords classique. Et franchement, donc c'est l'onglet mots-clés, termes de recherche, bien sûr, et on se rend compte, on n'y pense pas vraiment, mais on se rend compte qu'on a des informations qui peuvent être très intéressantes. Je vous donne un exemple sur mon produit qui est une chemise grise. Eh bien, on peut très bien se retrouver, c'est un exemple complètement bidon, mais ça peut très bien arriver, avec des gens qui ont tapé « Sim, ma chemise grise, chanson », par exemple, la fameuse chanson pour les plus âgés d'entre vous, ou alors sans chemise, sans pantalon, ou ce genre de choses, et on va se retrouver avec des clics là-dessus, et on va dépenser de l'argent qui ne font aucune conversion. Donc là, c'est très simple, dès que vous identifiez des termes de recherche qui ne sont pas en corrélation avec le produit que vous vendez, le premier réflexe qu'il vous faut, c'est bien sûr de les ajouter en mots-clés à exclure au sein de l'adgroup. Donc ça, voilà, c'est vraiment les termes de recherche sur Google Shopping, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, dont on a le réflexe, mais il faut prendre ce réflexe parce que ça vous permet vraiment d'optimiser et d'améliorer votre rentabilité.
Maintenant, on va parler des concurrents. Les concurrents, ils font des fois mal et on a bien envie de savoir ce qu'ils font. On est assez curieux. Je vais vous donner deux façons de suivre. Une façon un peu plus officielle et la dernière, c'est un peu en mode filou. Voilà, c'est un peu moins clean, mais c'est ça le but. C'est aussi de partager des astuces qui sont un peu plus borderline, on va dire. On va commencer par la version clean avec un outil qui s'appelle l'analyse des enchères, qui est hyper utile et qui est pour le coup très caché et très peu utilisé. Si vous êtes accro à des outils comme SEMrush, c'est très bien, ça vous donne des infos, mais il faut savoir que Google a mis en place un outil super utile pour analyser les enchères de vos concurrents. Cet outil est disponible uniquement avec des comptes ayant suffisamment de données. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, Google, des fois, sur des petits comptes, ne l'active pas. Il est carrément discret, il faut aller dans l'onglet « Plus d'infos » et accéder sur « Analyse des enchères ». Il est disponible au niveau campagne, groupe d'annonces, mots-clés et annonces. Et il est également disponible pour les campagnes shopping avec légèrement moins d'informations. Comment ça s'affiche? Alors, voilà, ça va vous donner un petit tableau comme ça, avec les URL de vos concurrents, vous-même qui êtes ici, et ça va vous donner des informations qu'on va détailler ensemble. Pour plus de pertinence, je vous invite à exécuter le rapport sur des mots-clés en ciblage exact. Ça va vraiment vous permettre, parce que sinon vous allez vous rendre compte que vous allez exécuter ce rapport avec des concurrents qui vont acheter des mots-clés en large et ça va être beaucoup moins pertinent. Et surtout de séparer votre marque et du hors-marque lors de l'analyse. Alors, les différents KPI qui sont disponibles, je vous les ai mis là. Alors là, c'est les définitions. Je vous les ai mis parce que vous aurez la slide si vous voulez vous y retrouver, mais je ne vais pas vous détailler tout ça. On va prendre plutôt un exemple pour voir exactement ce que ça donne. On a la première colonne, taux d'impression. Normalement, le taux d'impression, c'est quelque chose que j'espère vous maîtriser. C'est une information très intéressante. Dans cet exemple-là, sur ma colonne vous-même à 36,9%, cela signifie que mon annonce n'est apparue que dans 37% des opportunités possibles. C'est-à-dire que j'ai loupé 2 impressions sur 3. Ça peut être pour différentes raisons. Les principales raisons sont votre budget a été atteint, donc du coup vous n'avez pas pu être affiché, ou alors ça peut être parce que vous avez un coût par clic maximum trop bas, et que du coup votre position est trop bas, et que du coup vous êtes en deuxième page, et que du coup vous n'avez pas pu afficher sur la requête. Donc vous avez cette information-là, mais vous avez cette information-là sur également tous vos concurrents. Sur les mêmes, là où vous êtes apparus ensemble, vous avez cette information-là pour tous. Ensuite, deuxième, le taux de superposition. Là, ça veut dire que monconcurrent.fr, dans 70% des cas, une annonce de monconcurrent.fr a été diffusée, et en même temps que la mienne. Ça permet de voir un peu quelle est la pression publicitaire des concurrents sur le même spectre de mots-clés que moi. Donc on voit vraiment que monconcurrent.fr est très proche par rapport à un superconcurrent.fr, j'ai vraiment de l'imagination dans mes noms, qui n'a que 7% des impressions communes avec moi. Le taux d'opposition supérieur, également, quand une annonce, là, pour 20%, ça signifie que quand une annonce de concurrenttop.fr a été diffusée sur la même page de résultats que la mienne, son annonce était devant la mienne dans seulement 20% des cas. Ça vous permet de voir quelle est la stratégie de CPC Max qui est employée et d'agressivité publicitaire de vos concurrents. On voit que monconcurrent.fr, dans 55% des cas, était supérieur, avait une meilleure visibilité que moi. Donc lui, c'est vraiment mon concurrent le plus sérieux. Et enfin, pour le 26,86% qu'on voit ici, ça signifie que dans 27% des cas, pour le taux d'impression en haut de page, mon annonce est apparue devant les résultats naturels. Vous savez que vous avez maintenant deux positions possibles sur votre page de résultats Google, au-dessus des résultats naturels et en dessous des résultats naturels. Et bien là, ça vous donne aussi pour vos concurrents quand ils sont apparus en haut de page ou en bas de page. Tout ça, ça vous permet d'avoir une vision assez précise, même si, hélas, ça ne donne pas forcément les informations exactes du quality score, de CPC que font vos concurrents. Donc c'est un rapport très utile, notamment pour savoir qui achète votre marque. Si vous vous posez la question, au lieu de taper votre marque sur Google et de faire « Ah, il y a quelqu'un qui achète ma marque, je ne suis pas content », eh bien vous faites ce rapport-là sur votre campagne marque et vous avez accès
exactement aux noms de domaine qui ont acheté votre marque et qui sont arrivés sur votre marque, qui ont été affichés. Ça va vous permettre de connaître la saisonnalité de vos concurrents via une segmentation. On va le voir un peu après. Et vous allez pouvoir découvrir des concurrents assez discrets que vous ne connaissiez pas. Si on revient, par exemple, compétition.fr, lui, j'en avais jamais entendu parler. Bon, c'est vrai qu'il apparaît pas énormément, mais tiens, je vais regarder ce qu'il fait. Et puis, des fois, on peut trouver des concurrents qui, certes, sont petits pour l'instant, mais qui peuvent, notamment du point de vue AdWords, devenir très agressifs. Et enfin, vous pouvez également segmenter par appareil et par durée ce rapport. Si vous voulez voir uniquement par mobile, ou alors est-ce que si vous voulez voir l'évolution par jour, par semaine, par mois, par exemple. Je vous conseille de segmenter par mois et d'exporter le rapport pour éditer des graphiques. C'est très simple. Donc voilà, vous exportez. Là, par exemple, on prend monconcurrent.fr, on prend le taux de position supérieur, et là, on voit avec cette petite courbe que j'ai fait en 2 secondes sur Excel que monconcurrent.fr m'a pris des parts de marché sur AdWords en doublant son taux de position supérieur en quelques mois. Il était à 40% en janvier 2016. En août 2016, il est autour de 80%. Donc ça permet de se rendre compte également de l'évolution de ses concurrents et de la pression publicitaire que mettent ses concurrents. Dernier point, et c'est cool parce que je suis dans le timing, comment on peut espionner ses concurrents en mode un peu borderline. Alors, tout d'abord, pour espionner ses concurrents, ce qu'il faut, c'est récupérer son adresse IP. Comment on récupère l'adresse IP de son concurrent? Je vais vous donner une petite technique que j'avoue j'ai déjà fait pour suivre quelques concurrents et qui marche plutôt pas mal. Déjà, vous allez trouver un email générique de type contact@entreprise.fr pour le concurrent ou la page Facebook de l'entreprise en question. Je vous conseille de préférer l'email. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous préparez depuis un faux compte mail ou un faux compte Facebook, donc un compte temporaire, une question de type service client, du style « Bonjour, je voulais acheter votre produit, mais j'arrive pas à accéder à cette page ». Et vous mettez la page de votre concurrent. Et vous utilisez un petit outil qui s'appelle Grabify, qui va vous permettre de récupérer l'IP de celui qui va cliquer sur le lien. Souvent, les entreprises utilisent un proxy, ce qui fait que l'intégralité des employés de l'entreprise ont la même adresse IP. Donc ça, c'est génial pour suivre un concurrent. Une fois que vous avez l'IP, vous avez l'IP de toute l'entreprise, et souvent, c'est une IP fixe. Donc, une fois que vous avez cette IP, c'est génial. Vous voyez tous ceux, vous allez pouvoir suivre ce que font toutes les personnes de l'entreprise. Donc concrètement, comment ça se donne? Déjà, je vais sur Grabify, je mets l'URL du produit que je veux traquer. Ça va me donner un autre lien que je peux mettre en format Google ou alors en format Bitly. Effectivement, vous ne pouvez pas lui montrer directement le lien avec le nom de domaine parce qu'il faut un petit tracker dessus. Mais si vous envoyez un lien Bitly, tout le monde a l'habitude des liens Bitly et personne ne va se dire « Oh là là, il va traquer mon IP ». Une fois que vous avez ça, eh ben, vous faites comme moi. Donc moi, je suis allé voir Free, on va dire que je m'appelle Orange, hein, et je fais bonjour. Je vous contacte car j'essaie d'accéder à la page suivante sur votre site concernant Freebox OS, mais elle est inaccessible de chez moi. Pourriez-vous la corriger afin que j'accède à l'information sur la Freebox? Merci d'avance, cordialement. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une petite réponse. Bonjour, elle est parfaitement accessible. Cela provient probablement de votre configuration et de votre navigateur. Bonne journée. Évidemment, pour savoir qu'elle est accessible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cliqué. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce. Je vous ai dit de préférer l'email. Pourquoi? Parce que, hélas pour mon astuce, mais les comptes Facebook sont souvent gérés par des agences externes, de relations presse. Et donc, du coup, vous allez choper l'IP de l'agence de relations presse. Alors que si vous envoyez un email à contact, machin, il y a de très fortes chances que ce soit quelqu'un interne à l'entreprise qui arrive à accéder à cette URL. Et du coup, vous retournez sur Grabify, et qu'est-ce qu'on a? Évidemment, j'ai changé l'adresse IP de Free. Ah bah oui, là, à cette heure-là, exactement, j'ai cette IP-là, qui vient de France de Bobigny, avec ce user agent-là, et qui a cliqué sur mon lien, et qui a été dirigé vers free.fr. Ah bah ok, et ben là, j'ai son IP. À partir de là, je fais 2 choses. Déjà, je vais sur AdWords, et je blacklist l'IP de mon concurrent. Bah ouais, je veux dire... Comme ça fait moins d'espionnage industriel. Il ne va pas aller voir exactement quelles sont mes annonces. Il ne pourra plus du tout voir mes annonces. Déjà, il va se dire « Oh là là, ça se trouve,
mon concurrent a disparu, c'est trop bien. Non, non, en fait, c'est juste que j'aurais blacklisté son IP et il y aura moins de fraude au clic. La fraude au clic, ce sont des concurrents qui vont s'amuser à cliquer sur vos liens AdWords pour vous faire dépenser. Bon, ça n'a pas grand intérêt parce que Google arrive généralement à le détecter, mais pour quelques clics, ça peut marcher. Donc, pour cela, vous allez dans les paramètres de votre campagne, tous les paramètres, et tout en bas, vous avez géré l'exclusion d'adresse IP, vous modifiez et vous rajoutez l'IP que vous enregistrez, aussi simple que ça. Maintenant, encore plus, et moi c'est ça qui me fait le plus triper, c'est de voir qu'est-ce que vient faire mon concurrent sur mon site web. J'ai son IP, je peux le savoir, car avec Google Analytics, je peux traquer tout le comportement de mon concurrent sur mon propre site. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Google Analytics? Il va falloir créer une vue Analytics dédiée à ce concurrent. Donc on crée une vue, là, comme ça, vous allez sur votre admin, vous créez une vue, je l'ai appelée vue concurrent 1, par exemple, et ensuite, vous allez ajouter un filtre d'inclusion d'IP sur votre vue Analytics. Vous allez dans les paramètres, et vous dites, je ne veux que le trafic de ceux qui viennent de cette IP. Très simplement. Et bien, qu'est-ce que ça vous donne? Voilà, moi je sais que entre le 7 et le 10 mai 2007, mon concurrent a vu ma homepage, le produit 1, le produit 12, le produit catégorie, il est resté 4 minutes 42 sur mon site, et je sais exactement ce qu'a vu mon concurrent sur mon site. Alors, après, on en fait ce qu'on veut, hein, mais ça permet de pouvoir vraiment filouter et de savoir un peu ce que fait votre concurrent sur votre site et essayer de plus ou moins comprendre ce qu'il a potentiellement découvert ou pas de votre stratégie et de votre site web. Sur cette chose un peu borderline, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.